tarantisme occupe une place de premier plan parmi les phénomènes de transe dite ethnique et parmi les objets de la psychopathologie aussi. C'est un phénomène qui suscite depuis plus de 6 siècles maintenant une réelle fascination qui, jusqu'aux dernières études socio-anthropologiques, s'est manifestée à travers 2 approches essentielles. La première correspond à un intérêt médical pour la pathologie, pour l'étiologie du phénomène, et la deuxième reflète l'intérêt musicologique à l'égard des effets de la musique sur le corps et l'esprit. Pour ma part, comme M. Panèse vous l'a expliqué, je suis sociologue, j'étudie essentiellement les dynamiques actuelles qui intègrent le tarantisme dans le patrimoine local salentin. Mais pour comprendre ces aspects contemporains, il faut comprendre ce qu'a été le tarantisme et ce qu'il n'est plus. Donc je vous propose, moi, une vue d'ensemble de ce phénomène. Mais j'aimerais vous plonger directement dans le bain, dans le bal, avec un bref extrait du documentaire de Gianfranco Mingozzi, intitulé La Taranta, tourné en 1961 dans le Salento. Ce documentaire, cet extrait plutôt, illustre la thérapie chorégrapho-musicale qui est l'un des moments forts de la cure du tarantisme. Thérapie chorégrapho-musicale qui se déroule au domicile de la tarentulée. Voilà, vous avez remarqué que c'est des images assez saisissantes qui nous propulsent sur une autre planète, comme le disait Ernesto De Martino, l'historien des religions et ethnologue qui a mené une célèbre enquête en 1959 sur le terrain, dans le Salento, évidemment, et dont il a fait de cette enquête une œuvre maîtresse intitulée La Terra del Rimorso, traduite La Terre du remords, dans lequel il a consigné ses observations et notamment ses images. Ernesto De Martino. Le tarantisme, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de désordre psychique provoqué, selon une croyance populaire de l'Italie du Sud, par une piqûre d'araignée, que l'on soignait au moyen de la tarentelle. La tarentelle, il faut le préciser, c'est une grande famille de danses populaires qu'on trouve dans tout le sud de l'Italie et qui est constituée de nombreuses variantes, dont la pizzica. Et la pizzica tarantata, c'est une version salentine de la tarentelle. Mais le tarantisme, c'est bien d'autres choses encore. C'est une thérapie traditionnelle où n'interviennent pas seulement la musique et la danse, mais aussi les couleurs. C'est une transe de possession pratiquée sous les apparences d'un empoisonnement ou d'une maladie mentale, suivant les lectures qui ont été faites. C'est aussi une sorte de ruse culturelle qui a permis de déjouer des normes sociales et des interdits religieux. Et c'est en outre ce que l'on appelle un mal de saint, S-A-I-N-T, s'exprimant par un lien dévotionnel puissant et ambigu envers saint Paul. Et de nos jours, enfin, le tarantisme, c'est un bien culturel, notamment dans le Salento, où il est à la fois un symbole identitaire et un produit commercial, tandis que la tarentelle, elle, est devenue une danse à la mode. Voilà un petit peu un tour d'horizon de quelques aspects que je vais développer. Mais je vous donne quelques points de repère. Alors, je vais d'abord parler des racines du tarantisme, les apports historiques de l'Antiquité, du Moyen-Âge. Ensuite, je parlerai du syndrome et de sa thérapie. Je ferai une description de la symptomatologie et de la danse de possession curative. Tout cela devra bien sûr être ensuite contextualisé dans sa matrice culturelle qui est la société rurale du Mezzogiorno, du sud de l'Italie. Et je donnerai un petit éclairage sur la surreprésentation des femmes dans ce phénomène. Ensuite, j'aborderai le regard de la science qui a vu évoluer les interprétations de l'envenimation à la folie. Je me concentrerai surtout sur la période qui va du XVIIe au XXe siècle. Et pour terminer, je parlerai du tarantisme dans la réalité contemporaine du Salento, qui, comme je l'ai dit, est devenu un bien entre bien culturel et bien de consommation. Alors, parler de tarantisme, c'est inévitablement évoquer un lieu, les Pouilles. Le terme tarantisme et Pouilles constitue en effet une équation allégorique enracinée dans l'histoire des représentations savantes du phénomène. Même si historiquement les Pouilles, où se situe la ville de Tarente, serait le berceau du phénomène, des formes plus ou moins apparentées ont existé dans d'autres régions méditerranéennes. En Sardaigne, par exemple, où une forme apparentée prend le nom de Argia. En Espagne, une forme de tarantisme est documentée jusqu'au XVIIIe siècle. Et le phénomène est aussi documenté, mais de manière beaucoup plus rare, dans les autres régions du Mezzogiorno. Il faut savoir que le sujet des origines du tarantisme fait toujours, en tout cas en Italie, l'objet de nombreux débats et controverses entre historiens qui schématiquement se partagent entre défenseurs des sources
magno-grec du phénomène, donc, qui renvoie à la colonisation grecque qui va du 7e au 3e siècle avant Jésus-Christ, dans le sud de l'Italie, et les autres, ceux qui avancent une position plus sceptique, qui s'en tiennent aux sources médiévales, qui mentionnent explicitement le rôle du venin. Regardons d'un peu plus près ces points d'ancrage historique. Alors, il est vrai qu'il y a de nombreux parallélismes d'ordre symbolique qui existent entre le tarantisme et certains éléments de la religiosité de la Grèce ancienne. Mais je ne vais pas les développer parce que ça nous mènerait beaucoup trop loin. Il faut savoir que la thèse des origines orgiastiques du tarantisme est créditée par la forte implantation du culte de Dionysos dans l'ancienne cité grecque de Tarente, mais aussi par la conception platonicienne de la folie. Alors, Platon distingue les manias ou les folies ordinaires des manias divines. Les premières sont les maladies, donc les manias ordinaires, qui sont les maladies humaines d'origine naturelle, tandis que les secondes sont d'origine sacrée et se manifestent sous forme de transe inspirée par les dieux. Dans Phèdre, Platon établit son célèbre classement des manias en les rapportant aux divinités instigatrices. Alors, la première, c'est celle qui est inspirée par Apollon, qui est la transe, la mania prophétique, la transe divinatoire. La deuxième, c'est celle qui intéresse le plus le tarantisme, c'est la mania télestique, c'est celle qui, c'est la folie orientée rituellement, c'est la folie juste, comme on dit, car elle exprime le possible redressement d'un tort, d'une offense infligée aux dieux, au moyen du rite, justement. La mania poétique, qui est celle inspirée par les muses et qui inspire les artistes, et il y a évidemment la mania érotique qui ravit les amants. Ces manias sont donc pour Platon le signe d'une élection divine qui se manifeste par l'enthousiasme. Enthousiasme, c'est un terme qui dérive de entheos, signifiant justement une personne qui est transportée par un dieu en elle. Pour l'ethnomusicologue Gilbert Rouget, la mania télestique, donc la dionysiaque, la mania rituelle, est celle qui a le plus d'affinité avec le tarantisme. Et ce n'est rien d'autre qu'une transe de possession, une transe de possession qu'on retrouve dans bien d'autres cultes dans le monde. Alors, il faut relever avant tout cette marque caractérisant les cultes dionysiaques et le tarantisme, qu'est la dimension, la possession féminine. Les suivantes de Dionysos, les Bacchantes et les Ménades, qui sont célébrées dans la fameuse tragédie grecque d'Euripide, sont souvent représentées en train de danser dans des poses qui évoquent un raptus mystique. On note alors leur maintien assez caractéristique, cette tête rejetée en arrière, une cambrure violente, une attitude générale de crise convulsionnaire qui exprime la fureur du dieu qui les habite. Et ces postures hystériformes font inévitablement penser à certaines descriptions des crises de tarantisme. Sans m'étendre davantage, je me bornerai à signaler ces autres homologies entre le tarantisme et les cultes dionysiaques, incarnées par certains objets symboliques employés dans les deux rites, comme par exemple les épées utilisées dans les tarentelles, en tout cas jusqu'au XVIIIe siècle, et le fameux tambour sur cadre, ou tambourin, dont vous pouvez voir une illustration. Mais c'est le Moyen-Âge qui nous a laissé des documents mentionnant de manière explicite un lien entre le venin de la tarentule et sa cure musicale. Le premier document qui établit une relation directe entre le tarantisme et la thérapie musicale remonte à 1362. Il s'agit du Sertum Papale de Venenis, qui précise que le venin de la tarentule est responsable d'une mélancolie morbide. Ce texte, en marquant un détachement par rapport à la croyance populaire, inaugure l'intérêt scientifique pour le phénomène. Il inaugure cette grande littérature de Venenis sur le tarantisme. Je cite un passage. « Il est vrai que les gens du peuple et les ignorants affirment qu'au moment où elle mord, la tarentule émet une musique et que lorsque le malade entend des mélodies ou des chansons conformes à la dite musique, il en tire un grand soulagement. » Selon De Martino, l'institution culturelle du tarantisme sera apparue entre le XIe et le XIVe siècle dans le sud de l'Italie à partir d'expériences collectives, traumatiques et mémorables en correspondance avec une longue période d'instabilité sur le plan religieux, social et sanitaire. Alors, il y aurait eu, selon lui, des épisodes marquants d'empoisonnement réel par des araignées qui se sont greffés sur ce cadre historique troublé et sur un terrain symbolique propice hérité de l'Antiquité. À partir de ce canevas, le tarantisme se serait développé de manière autonome sous la forme d'arachnidisme, donc d'empoisonnement par une araignée. D'autre part, il faut relever que le tarantisme se serait également formé en réaction à la christianisation des cultes d'origine païenne, qui sont ce travestissement par l'envenimation
aurait été probablement frappé d'hérésie. De cette façon, le tarantisme et sa thérapie musicale se seraient épanouis sous couvert d'un remède à une affection dite naturelle, enfin, entre guillemets naturelle, qui déjouait en réalité des interdits religieux. Et justement, pour éradiquer les vestiges paganisants des anciens cultes, l'Église entreprit un travail de christianisation, notamment à partir de la Contre-Réforme. Si l'Église pouvait tolérer la tarentule et son venin, elle ne pouvait par contre accepter les pratiques religieuses déviantes. Mais compte tenu de la résistance de ces cultes ancestraux, l'éradication engagée par l'Église s'est souvent soldée par des compromis entre pratiques religieuses, archaïques et catholiques. C'est précisément dans le but d'assujettir et de dépaganiser les aspects les plus scandaleux du tarentisme que fut érigée en 1793 la petite chapelle dédiée à saint Paul des Tarentulés à Galatine, qui est une petite ville du centre du Salento. La chapelle se dresse sur un lieu de culte préexistant qui abrite un puits miraculeux où jusqu'en 1959 s'abreuvaient des tarentulés en quête de guérison. J'en parlerai un petit peu plus loin. Pour contrer cette croyance, l'Église s'est approchée de cet ancien lieu sacré à vocation thérapeutique, connu déjà sous le nom de Maison de Saint-Paul, et sur lequel elle a institué un culte officiel de Saint-Paul, dont les évangiles relatent qu'il serait sorti indemne d'une morsure de serpent à Malte. Saint-Paul devint ainsi la source légitime du contrepoison, assurée par le fait que sa célébration, le 29 juin, coïncide avec la saison des crises de tarentisme. On verra ça aussi un peu plus loin. Cette opération de substitution permit d'une part de marginaliser les pratiques archaïques d'absorption de l'eau du puits et évidemment de marginaliser la tarentelle. Mais aussi, cette substitution permit de centraliser et de contrôler le phénomène en écartant les nombreux autres lieux sacrés où se rendaient les tarentulés, lieux qui tombèrent ainsi petit à petit en désuétude. Voilà pour les racines historiques. Alors, maintenant, je vais passer au syndrome et à la description de la possession rituelle curative. Je vais donner un petit peu les circonstances de la morsure en premier lieu. Il faut savoir que le tarentisme était déjà un phénomène marginal en 1959, à l'époque de l'enquête de De Martino. Et on peut dire que le phénomène a disparu en tant que tel dans les années 70. Mais les faits culturels ne se dissolvent pas aussi facilement. Et comme on le verra, le tarentisme est devenu tout autre chose. Mais pour l'instant, revenons au rite traditionnel. Alors, tout commence par l'agression supposée de cet animal mythique qu'est la taranta, la tarentule. Cette taranta qui s'en prend essentiellement aux femmes. Cette morsure, comme on dit dans la croyance populaire, survient dans des circonstances variées, mais elle est presque systématiquement limitée à la saison estivale. La saison estivale est une période chargée de significations existentielles importantes dans une société paysanne, parce que c'est la saison des moissons. Tout se joue à ce moment-là. Très souvent, les victimes subissent une remorsure, c'est-à-dire un retour saisonnier de la crise de tarentisme et de ses symptômes. Cette remorsure peut se répéter ainsi pendant des dizaines d'années, et en d'autres termes, on a affaire à un syndrome périodique qui fait ponctuellement son apparition les jours précédant la fête de Saint-Paul, le 29 juin. La morsure ou remorsure se manifeste par des symptômes très hétérogènes de nature psychosomatique ou même organique que vous pouvez voir. Donc on voit des douleurs localisées à l'endroit mordu, des nausées, des vomissements, des difficultés respiratoires qui s'accompagnent de sentiments de gêne, d'oppression, transpiration, tachycardie, un état de stupeur, dans une première phase, un grand épuisement, une asthénie, suivi ensuite par un état convulsif, une hyperexcitation paroxystique. En fait, il faut bien comprendre que la symptomatologie du tarentisme s'exprime par l'imitation culturellement conditionnée d'un empoisonnement réel, car en réalité, il s'agit d'une piqûre presque toujours fictive. Ce qui ne veut pas dire que la tarantata, la tarentulée en salentin, ne souffre pas. Elle peut rester dans cet état morbide pendant plusieurs jours avant la thérapie musicale. La tradition populaire attribue la responsabilité du mal à la tarentule, qui est la Lycosa tarentula. Malgré sa taille et son aspect, disons, assez déplaisant, elle est presque inoffensive. Elle provoque simplement une vive irritation localisée. Par contre, certains symptômes du tarentisme peuvent se retrouver chez les sujets piqués par une autre araignée méditerranéenne, qui est le Latrodectus teledicimgutatus, plus connu sous le nom de veuve noire malignate. Et le venin du Latrodectus provoque le latrodectisme, justement, qui est une grave envenimation neurotoxique. Mais ces attaques sont extrêmement rares, notamment au pouls.
Ernesto De Martino a démontré que la morsure n'était qu'un modèle mythique, une catégorie où placer un traumatisme inconscient et refoulé. L'origine du tarantisme renvoie à des causes très variées. En effet, cette morsure est la métaphore symbolique d'une crise qui surgissait lors de moments critiques de l'existence, notamment la crise de la puberté, la mort d'un être cher, un amour ou une sexualité entravée par les normes sociales rigides, ou encore un mariage contraint, etc. Le tarantisme ne se réduit donc pas à un désordre psychique, mais reflète un ordre symbolique culturellement construit. Le symbolisme de la morsure possède une grande plasticité, qui de cette façon génère un sens, un schéma explicatif permettant le diagnostic et la possible résolution d'une souffrance psychique et physique dont l'origine est obscure pour la tarentulée et pour la famille. Bref, la nocivité des araignées n'est donc pas en cause, d'autant plus que le mot taranta est un terme générique incluant dans le bestiaire mythique du tarantisme aussi les scorpions, les serpents et d'autres reptiles. Après avoir acquitté ces malheureuses araignées, on peut voir comment s'établit le diagnostic et comment se met en place le dispositif curatif. Alors, la cure du tarantisme se décompose en 2 étapes qui forment en réalité un seul dispositif thérapeutique. Ces 2 étapes sont le rite musical domiciliaire, dont on a vu l'extrait au début, et le pèlerinage à Saint-Paul de Galatine. Mais avant la thérapie, il faut établir le diagnostic. Un diagnostic qui obéit à une dynamique sociale, qui apprécie la situation et définit les mesures à prendre. Ces dynamiques se décomposent en 3 moments clés. Alors évidemment, un sujet qui souffre et qui présente les symptômes qu'on a vus d'une morsure. Ensuite intervient l'avis de l'entourage qui conditionne et convainc le sujet d'être soigné par les sons, comme on dit. Et finalement, on convoque les musiciens à domicile qui vont confirmer ou infirmer le diagnostic familial. Si le diagnostic de tarantisme est confirmé, le rite domiciliaire se met en place. Ce rite commence par ce qu'on peut appeler un dépistage musical, un dépistage ou une exploration musicale. Alors, ici, l'orchestre explore le type de venin et de taranta, de bête mythique qui affecte la tarentulée. Il cherche la formule adéquate, le cimento, qui va la faire réagir. Et pour cela, différents accords musicaux sont joués afin de découvrir celui qui déclenche l'assentiment du sujet malade. En fait, la tarentulée ne réagit qu'à un seul air, celui qui constitue la devise de sa tarentulée. Les musiciens choisissent donc, parmi un répertoire traditionnalisé, les airs musicaux et les chants qui sont les plus adaptés à chaque cas particulier. La danse démarre lorsque la tarentulée confirme par son comportement que les musiciens tiennent la musique juste, celle qui la fait scazzicare. En salentin, ça signifie bondir, c'est-à-dire s'agiter, danser. La danse est constituée de cycles chorégraphiques réguliers, répétés pendant une durée variable, mais généralement ça dure 3 jours. Si le rituel se déroule bien, la taranta finira par mourir d'épuisement, par schiattare, comme on dit en salentin, qui signifie exploser. Et la tarentulée, elle, se réveillera éreintée par sa danse folle, mais elle se sentira soulagée, voire guérie. Du fait qu'elle était dans un état dissocié, en transe, dira-t-on, la tarentulée ne se souviendra pas de son expérience, ni éventuellement de s'être donnée en spectacle de manière impudique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on leur confectionnait, on le verra un peu plus loin, des espèces de grandes culottes en coton pour cacher leurs jambes. Dans ce cas, la chorégraphie sauvage de la tarentulée est un acte de pouvoir inconscient. C'est une transgression des règles établies. C'est un temps et un espace mettant en scène une représentation culturelle du désordre. Le rite musicothérapeutique nécessite aussi un décor et des accessoires spécifiques. La tarentulée est vêtue de blanc et porte parfois un foulard, un châle de sa couleur, c'est-à-dire la couleur de son araignée. Un drap est étendu au sol et délimite un périmètre cérémoniel sur lequel sont disposés des objets symboliques. Alors il y a des images saintes de Saint Paul et des objets destinés à réévoquer, c'est-à-dire à faire ressurgir la morsure. Il y a aussi les zagared, qui sont les rubans de couleurs différentes. Et justement, la symbolique de la couleur constitue un aspect important du dépistage de la maladie. La préférence d'une couleur ou inversement une aversion pour celle-ci sont des indices précieux qui orientent le choix musical du musicien. En fait, les musiciens interprètent des airs, des arias, en vertu de certaines associations sympathiques qui mettent en relation avec une couleur déterminée, un type d'araignée et un tempérament particulier. Alors, la thérapie se déroule en présence de la famille et de la communauté, évidemment, c'est très important.
Pendant tout le rituel, la tarentulée est assistée par ses proches qui l'encouragent, la soutiennent, l'empêchent surtout de se blesser violemment. Dans la thérapie de la tarentelle, l'interaction musicale constitue en quelque sorte un dialogue engagé entre les musiciens et la tarentulée, entre les musiciens et la musiquée, comme dit Gilbert Rouget. Le rite musico-chorégraphique est une forme de communication qui se traduit par une relation intense liant justement ces musicants, que sont les opérateurs thérapeutes, les musiciens, et la tarentulée musiquée. Mais c'est un dialogue qui s'adresse aussi, sous sa forme théâtrale, au groupe qui assiste à la cérémonie. La chorégraphie domiciliaire se déroule en 2 phases temporelles distinctes, disais-je tout à l'heure. Il y a une première phase au sol, qui est le moment de l'adorcisme, c'est-à-dire de la possession identificatoire à l'esprit envahisseur. Cette phase s'exprime par une pantomime figurative qui se traduit par des gestes imitant le comportement de l'animal. C'est des gestes qui reflètent une agitation saccadée des membres, une forme de reptation, cette marche donc sur le dos, le fait de vouloir s'accrocher aux parois, de se glisser entre les baguettes des chaises, etc. C'est véritablement l'instant de la danse de l'araignée, car c'est la taranta qui, à ce moment, se manifeste à travers le corps et la chorégraphie de la tarentulée. Ensuite intervient la phase debout, qui est le moment agonistique préfigurant la délivrance, ou si on veut, c'est le moment de l'exorcisme. C'est le moment qui présage d'un combat provisoirement gagné sur la taranta. Les convulsions arachnéennes de la tarentulée deviennent ici des pas de danse traditionnels, de tarantella ou de pizzica, qui est la version salentine de la tarentelle. La culture, on pourrait dire, prend ici le pas sur la nature. Comme le dit Gilbert Rouget, la possession, c'est l'envahissement de la conscience par un autre, par un intrus. Dans la phase adorciste, la première phase donc, la tarentulée se comporte clairement comme quelqu'un qui est habité par un être surnaturel, qui lui dicte son comportement. À ce titre, on sait que parfois la tarentulée interagit avec son hôte. Elle lui parle, elle lui donne un prénom, une identité. Il arrive qu'elle la flatte ou la menace, ou encore qu'elle lui chante sa devise. Quant à Saint Paul, le thaumaturge, le guérisseur, il est aussi le maître des animaux venimeux. Il punit les outrages commis à son égard et contre ses protégés. On connaît des cas de tarentisme de personnes ayant tué une bête de Saint Paul. Il faut voir Saint Paul comme une divinité capricieuse qui ne soulage que si le sujet a expié une dette morale, ce qui laisse à l'évidence une grande marge d'interprétation dans la manière de décrypter la maladie. Dans l'esprit envahi de la possédée, la taranta se confond avec Saint Paul, alors qu'elle-même, la tarentulée donc, vit une union mystique avec Saint Paul. Il faut comprendre que Saint Paul et la tarentule sont des figures indistinctes, permutables, comme le mal et son remède, qui ont la même origine dans les conceptions de la santé et de la maladie, dites primitives ou préscientifiques. Mais poursuivons avec la thérapie. L'historien Gino Dimitri relève 4 indices qui, lorsqu'ils s'enchaînent, préfigurent un pronostic favorable de la thérapie musicale. Si la tarentulée sort de son état léthargique, si elle commence à agiter rythmiquement un de ses membres, si elle demande ou commande une musique particulière, évidemment si elle danse. En revanche, il remarque que la thérapie musicale est vraisemblablement vouée à l'échec si la tarentulée montre de l'agressivité, si elle retombe dans son état léthargique, si elle dit ne pas aimer une des arias à jouer, si elle ne réagit à aucune des arias, on dit ici que la taranta est sourde. Pour part, j'ai rencontré une ex-tarentulée qui, elle, m'a dit qu'elle a été mordue, il y a bien longtemps, par un scorpion. Donc, comme je vous l'ai dit, le scorpion fait partie du bestiaire de la taranta. Un scorpion muet, vert et muet. Alors, il faut comprendre muet, un scorpion qui ne transmet pas de son, de mélodie. Ça revient à la même chose que dire que la taranta est sourde, c'est-à-dire qu'il ne veut aucune musique, aucune danse. Contrairement à certaines idées reçues, écrit Gilbert Rouget, la musique, quelle qu'elle soit, ne possède pas de pouvoir occulte agissant directement sur l'esprit humain. Mais elle est une médiation qui, d'une part, contribue à créer un certain climat émotionnel, et d'autre part, à conduire le possédé vers cette grande mutation imaginaire qui consiste pour lui à s'identifier avec l'esprit qui le possède. Pour parvenir à cet état dissociatif recherché, la musique ne peut être jouée par n'importe quel musicien, mais par, comme je le disais, des musicants initiés. En d'autres termes, le pouvoir curatif de la tarentelle agit dans la mesure où elle s'inscrit dans un système symbolique qui l'associe à la morsure, mais aussi dans la mesure où elle est pratiquée dans le cadre d'un rite. C'est fondamental.
Il faut savoir à ce titre que les mêmes airs et les mêmes rythmes joués en dehors de ce contexte symbolico-rituel n'auraient aucun effet de transe ni thérapeutique. La thérapie domiciliaire se poursuit avec le pèlerinage à Galatine, comme je le disais. Les tarentulés de la région accourent à ce moment-là, le 29 juin, pour demander ou rendre grâce au saint, pour le remercier de la guérison, pour le supplier ou pour l'intimer de manifester sa puissance thaumaturgique. Dans la chapelle, le rite était très désagrégé en 1959 déjà, car la thérapie s'y déroulait dans le plus grand désordre. La chorégraphie rituelle se poursuit dans la chapelle, mais de manière déstructurée, faute de dispositif musical qui l'ordonne. Les proches ou les tarentulés elles-mêmes essayent désespérément de reproduire une structure musicale vocalement et en battant les mains, comme on le verra tout à l'heure. À Galatine, les tarentulés replongent dans un état de transe, mais cette fois, elles ne sont ni prises en charge par les musiciens, ni à l'abri des regards indiscrets. Mais leur transe ne doit pas être réduite à de l'hystérie, car, comme le dit Rouget, la possession n'est pas le syndrome d'un désordre psychique, mais le moyen d'y remédier, en permettant à la possédée de se comporter publiquement en hystérique. C'est en fait une socialisation de l'hystérie. Le pèlerinage à Saint-Paul est l'occasion pour les tarentulés de mimer le déroulement et les stades de leur maladie et de leur guérison. Leur chorégraphie résume en fait les différentes séquences de la danse thérapeutique. Il faut voir ceci comme un acte de foi, c'est une sorte d'ex-voto dansé à Saint-Paul pour s'en attirer la grâce. Mais il s'agit également d'un acte thérapeutique dans la mesure où il met en scène et récapitule le processus de guérison, dans le sens où il le réaffirme. Si la danse, en l'occurrence il s'agit d'une danse de possession, je le rappelle, une danse sous emprise, si cette danse guérit ou soulage le tarentulé, c'est parce que la transe est une expérience limite, une expérience proche de la mort. C'est une ordalie offerte à Saint-Paul, ou à la Taranta, c'est la même chose. C'est une ordalie offerte à cette figure mythique dont on attend en retour un rachat pour une peine expiée. Le rachat d'une offense commise et dont la sanction divine s'est manifestée sous la forme d'une maladie, d'une folie. Jusqu'en 1959, le pèlerinage incluait également l'absorption de l'eau du puits sacré de Galatine, qui jusqu'à sa fermeture par les services d'hygiène de la municipalité, était très fréquentée. Cette eau possédait une vertu curative du fait que le puits renfermait, si on en croit la légende, ces mêmes animaux qui sont à l'origine du mal, des serpents, des araignées, etc. L'eau du puits de Galatine, qui est un breuvage vomitif très peu engageant, contribue à la guérison du fait qu'elle inverse symboliquement le maléfice des animaux mythiques. En fait, contre le poison de la Taranta, on boit son eau en guise d'antidote. Alors, mes informateurs m'ont dit qu'on apportait également les petits-enfants, on les faisait boire cette eau pour les immuniser contre d'éventuels empoisonnements. Cela dit, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il existait au Pouille bien d'autres lieux sacrés fréquentés par les tarentulés qui étaient dédiés à Saint-Paul ou même à d'autres saints. Certaines tarentulés invoquaient effectivement Saint-Paul à Giordignano, que vous voyez sur l'image, ou à Acaia, par exemple, sans jamais se rendre à Galatine. C'était le cas de cette tarentulée piquée par un scorpion, qui n'est jamais allée à Galatine. Selon mes informateurs, encore, il existait aussi des lieux et des cas de tarentisme où la thérapie se passait de toute intercession de saints. On connaît par exemple l'existence d'un tarentisme d'eau qui était pratiqué dans certaines régions de la province de Brindisi jusque dans les années 50. Ici, la pizzica thérapeutique traditionnelle s'associait à l'immersion purificatrice dans une vasque ou dans une chambre remplie d'eau. Il n'y avait aucun pèlerinage religieux. Alors maintenant, je vais vous passer l'extrait de pèlerinage à Galatine qui va vous illustrer les différentes pratiques de réévocation de la maladie. En résumé, la morsure, le venin et la tarentelle forment un système cohérent d'images mythiques qui gravitent autour de la figure ambivalente Taranta Saint-Paul. Ces images à travers lesquelles Di De Martino, l'institution sociale et religieuse du tarentisme, propose une réponse à des conflits psychiques inconscients, des conflits psychiques inconscients qui enchaînent le sujet à un fait biographique critique irrésolu. Le système symbolique du tarentisme est une institution magico-religieuse
grâce à laquelle cet épisode critique est revécu. Il est réactivé au moyen d'un processus de dramatisation et de ritualisation. C'est le rôle de la tarentelle. Ce processus qui intensifie ce traumatisme jusqu'à un niveau paroxystique qui le dissout et le fait circuler dans le groupe tout entier. La musique ou le rythme seul, même le plus ostinato ou étourdissant, ne déclenche pas la transe. La musique et le rythme sont le support de la danse. Cette danse, qui sous certaines conditions est un exercice capable d'altérer la conscience du corps et ainsi de conduire à un état modifié de conscience. Dans tous les rites de possession, musique et rythme ont donc pour fonction de guider et de discipliner la transe. L'association d'un instrument de musique avec la transe, comme le tambour ou le violon, comme on a vu, eh bien cette association, si régulière qu'elle puisse être, ne relève pas de la contrainte naturelle, mais de l'arbitraire culturel. La seule modalité récurrente des musiques utilisées dans tous les rites de possession, c'est une ligne sonore qui va en accelerando et en crescendo, pour faciliter l'atteinte du collapsus. Dans la pizzica tarantata, ce procédé est illustré par la manière de jouer dans les oreilles pratiquement du malade. Ce procédé qui traduit l'intensité relationnelle qui se noue entre les musiciens et la tarentulée. Ernesto De Martino décrit bien cette intimité. Alors, je cite un passage. « Durant la phase au sol, nous vîmes une fois la tarentulée ramper jusqu'au pied du violoniste. Elle là s'attardait comme si elle était hypnotisée. Le violoniste s'agenouilla alors auprès d'elle, l'enveloppant de sa musique à tel point que son archet semblait avoir pour violon le corps frémissant de la femme. Mais il faut savoir que la chorégraphie interprétée par la tarentulée la conduit en état de transe que parce qu'elle est au service d'une croyance. Or, l'action bénéfique de la transe sur la tarentulée ne dépend pas seulement du fait qu'elle croit en la symbolique de la morsure, mais que tous y croient, y compris bien sûr les musiciens. Cette efficacité symbolique, comme le dit Lévi-Strauss, ne se réduit pas à la simple crédulité aveugle du public ou la suggestion passive du malade, mais c'est un processus dynamique qui dépend de la force d'évocation du rite d'expulsion du mal et sa capacité à rétablir une situation d'équilibre. En d'autres termes, l'efficacité thérapeutique d'une transe de possession, comme le tarantisme, dépend d'une juste manipulation des symboles en jeu et suppose une participation dynamique de tous les acteurs qui le structurent. Évidemment, ces acteurs sont les musiciens guérisseurs qui mettent en jeu leur vocation à ce moment-là, qui s'impliquent plus ou moins activement, plus ou moins totalement dans le rituel. Il y a le malade, évidemment, qui par sa conduite signale une amélioration ou non, et finalement il y a la communauté dont la participation et le jugement sanctionnent une adhésion plus ou moins forte. Cette efficacité n'est donc pas systématique ou automatique, mais doit être réaffirmée à chaque occasion rituelle. Voilà pour la description de ce rite musico-chorégraphique et du pèlerinage à Galatine. Maintenant, il faut contextualiser ce phénomène dans sa matrice culturelle, qui est la culture paysanne du Mezzogiorno. Alors, si, comme on l'a vu, la Taranta est un être fantasmagorique et ambigu, ce qui est certain, c'est que la victime désignée de la morsure est un sujet fragilisé qui vit dans un cadre social et culturel particulier. Une société rurale défavorisée est bâtie sur la subordination de la femme. Une société qui est marquée, on l'a vu, par la croyance de la puissance du surnaturel qui prend la forme d'une bête mythique, d'un saint vengeur ou d'esprits malveillants qui sont tous des agents potentiels de la maladie. En fait, ces croyances et ces pratiques folkloriques méridionales, naguère très enracinées, expriment une conception du monde autonome qui s'oppose au modèle de la culture catholique italienne officielle. La permanence de ce folklore jusqu'à la moitié du XXe siècle et bien au-delà révèle la persistance de conditions ancestrales de misère psychologique et culturelle, je cite De Martino. Misère psychologique et culturelle dans une population rurale du Sud, exclue et exploitée par les institutions féodales et abandonnée dans une situation d'isolement pluriséculaire. Mais en d'autres termes, ces archaïsmes folkloriques révèlent l'échec du prosélytisme catholique, dirigé depuis des siècles vers le sud de l'Italie. Sud de l'Italie, ce pays étrange qui, pour les missionnaires jésuites espagnols du XVIe siècle, était les Indias de por acá, c'est-à-dire la terre des Indiens d'ici. Des méridionaux qui, au moment de la constitution de l'unité, vers 1860, vous savez peut-être que l'unité s'est faite du sud vers le nord, l'Italie a été conquise de la Sicile vers le nord. Eh bien, à ce moment-là, ces méridionaux furent désignés dans une lettre adressée à Cavour comme les Africains d'Italie.
Voilà, d'une métaphore à l'autre, les méridionaux subirent jusqu'à nos jours, par exemple avec le syndrome transalpin, les affres d'une catégorisation médico-anthropologique qui leur attribua de manière plus ou moins explicite les signes de l'anomalie physique et morale, c'est-à-dire l'irrationalité, la déviance, la criminalité et l'infirmité. Cette autonomie culturelle du Mezzogiorno rural possède une vision unifiée du rapport entre la santé et la maladie et offre aux sujets fragilisés ou malades un système de pratiques rituelles traditionnelles visant à identifier, circonscrire et à conjurer l'infortune. Une infortune qui représente également une menace pour l'ensemble de la communauté, car tout changement représente également une rupture de la cohésion du groupe. Dans la culture traditionnelle méridionale, la maladie n'est pas qu'un problème somatique, mais possède une portée religieuse, car elle est un signe à décrypter. La maladie, c'est-à-dire une dysfonction du corps, est toujours le signe d'une dysfonction du monde, en rapport d'une dysfonction du monde, une dysfonction du rapport entre les êtres humains et les dieux, en fait, et le divin. Je vous propose à ce propos un petit tour d'horizon en images de différents rites traditionnels salentins et campaniens où l'on reconnaît certains schémas types illustrant cette culture somatique. Culture somatique, comme le dit le sociologue Luc Boltanski. La comparaison des différents rites présentés met en évidence que dans la religiosité populaire méridionale, l'adversité est affrontée à travers un usage narratif du corps à la fois symbolique, théâtral et spirituel. Ces techniques du corps, ces cultures somatiques, sont déterminées par une pensée magique typique des sociétés dites primitives. Cette pensée magique opère comme un mécanisme d'autorégulation individuelle et collective qui limite l'aggravation ou le développement de la pathologie. La pensée magique méridionale est en fait simplement une réponse donnée par la société au problème de l'existence et de l'expérience du malheur. Alors, le premier extrait que je vais vous passer est le Male di San Donato. Cette célébration se déroule le 7 août à Montesano Salentino. Donato est le saint de l'épilepsie et des maladies mentales, mais dire qu'il est, le saint de l'épilepsie, c'est une catégorie biomédicale qui ne coïncide pas forcément avec la nosologie traditionnelle qui est beaucoup plus indéfinie. On y verra une grande ressemblance avec le tarantisme, mais sans composante musicale. Saint Donato joue pour les épileptiques exactement le même rôle ambivalent que Saint Paul pour les tarentulés. Une des interprétations populaires locales de l'épilepsie explique le mal comme s'il s'agissait d'une parasitose intestinale. On revoit ici l'intrusion animale. On dit d'ailleurs dans le dialecte local que les épileptiques ont les vers. C'est pourquoi on attribue certains pouvoirs à des femmes qui ont le pouvoir de tailler les vers, de couper les vers, au moyen de prières, de conjurations, de massages et de préparation à base d'ail. Alors, vous verrez que les manifestations spectaculaires de cet extrait ont pratiquement disparu. C'est peut-être des épileptiques, mais on voit bien que la maladie est culturalisée, que sa narration corporelle est mise en forme par des traditions culturelles. Le deuxième extrait présente les fouilletti de la Madone, les lamentations funèbres, ou moroloi en gréco-salentin, lamentation funèbre de la Grecia salentina. C'est une reconstitution de cette institution très très ancienne qui remonte à l'Antiquité. Elle s'est maintenue dans le Salento jusque dans les années 60. Dans cet extrait, on notera le crescendo émotif, rythmique et gestuel du moroloia, chanté par les repute, qui sont les pleureuses en gréco-salentin. Les typologies des lamentations sont toujours accompagnées par une gestualité précise. Les repute qui exécutent la lamentation articulent le chant et en structurent la tension interne avec des mouvements particuliers du corps, de la tête, des pieds et des mains qu'elles agitent en suivant certaines cadences et en s'accompagnant de mouchoirs blancs. Voilà, le troisième extrait que vous voyez, ce sont les fouillenti de la Madonna dell'Arco. Le mot fouillenti désigne en napolitain des pénitents qui courent, qui s'élancent vers la Madone.
Leur pèlerinage à la Madonna dell'Arco est un culte marien très populaire, encore très enraciné aujourd'hui en Campanie. Il se déroule à Santa Anastasia, dans un bourg de la banlieue de Naples, et voit chaque lundi de Pâques défiler dans le sanctuaire et dans les rues adjacentes entre 100 000 et 150 000 personnes, entre curieux et pèlerins, dont un certain nombre appartiennent à des confréries qui rivalisent d'imagination dans l'exhibition de leur dévotion. Les crises mystiques qui s'y produisent sont imputables à des techniques d'induction de la transe variées, comme les rituels préparatoires qu'on appelle funzione, la fonction. Ces fonctions qui alternent prostration et chorégraphie avec de lourds fardeaux nommés tosel. Ils contribuent aussi la longue marche pieds nus jusqu'au sanctuaire. Ils font plusieurs kilomètres, des dizaines de kilomètres parfois pieds nus. Il contribue aussi l'attente interminable pour entrer dans le sanctuaire, et aussi le chant cathartique. Ces crises prennent la forme de raptus avec pleurs déchirants, évanouissements, comme on verra, des raidissements de tout le corps à l'extérieur et à l'intérieur de l'Église. La douleur contenue explose parfois sous la forme d'invocations rageuses adressées à la Madone. Mais ce pèlerinage est aussi, comme on le verra, l'occasion d'une fête profane très prisée, où l'on danse la tamuriata, qui est une version campanienne de la tarentelle. Alors, maintenant j'aimerais parler, après ces extraits, de la prépondérance numérique des femmes dans le tarentisme. L'une des caractéristiques majeures du tarentisme est justement ce surnombre des femmes mordues. Par contre, dans le rituel de l'Argia en Sardaigne, on sait que les hommes sont majoritairement victimes de l'Argia, qui est aussi une araignée mythique. À ce titre, en ce qui concerne le tarentisme apulien, il est intéressant de comparer le point de vue sociologique avec l'interprétation indigène de cet aspect. Il faut rappeler ici que dans la société méridionale paysanne prévalait jusqu'aux années 50 et 60 une vision duale fortement androcentrique du rapport entre les sexes. Et comme dans toutes les sociétés méditerranéennes traditionnelles, la femme ne jouissait que d'une considération très limitée. Son droit à la parole se limitait au strict espace domestique. Elle vivait dans un état de soumission quasi absolue par rapport à un époux qu'elle ne choisissait habituellement pas. Aux normes sociales et religieuses contraignantes s'ajoutaient des conditions de vie matérielles et sanitaires des plus précaires, marquées par un travail incessant et écrasant, des grossesses répétées, l'exploitation féodale des propriétaires latifundistes, etc. Oh, pardon. Tous ces éléments cumulés concouraient naturellement à fragiliser davantage l'équilibre psychique des paysannes du Sud qui, franchit un certain seuil de souffrance, craquaient et s'en remettaient à ces traditions qui leur permettaient d'exprimer leur désarroi, et leur dissension en menaçant de briser l'équilibre social par leur comportement inquiétant. Je pense que cette image est plus appropriée. À tel point que le mal de sein pouvait se manifester également sous la forme de pathologies cumulées, comme en témoigne le cas de Anna. Anna est une tarentulée, c'est un pseudonyme évidemment, une tarentulée qui souffrait également du mal et des sandonato qu'on a vu. Sa vie était oblitérée par l'alternance de ces deux souffrances. Mais je ne vais pas théoriser sur la domination masculine ici. Je préfère vous donner un exemple qui résume bien, à mon avis, ce mécanisme de bombe à retardement programmé qui caractérise les prémices de la crise de tarentisme. C'est l'histoire de Christine. Christine a été mordue pour la première fois à l'âge de 40 ans en 1975, alors qu'elle était mariée et avait 3 enfants. Elle était rentrée depuis peu dans son village après un séjour de 12 ans en Suisse, où, à ses dires, elle était très satisfaite de sa vie sociale et de son travail. En passant de l'activité de paysanne à celle d'ouvrière dans une usine, elle avait bénéficié d'une ascension sociale et d'une reconnaissance qui lui faisait défaut au village. En rentrant au pays, Christine a donc dû reprendre contre son gré une activité de journalière agricole dont elle avait oublié les rythmes et les gestes. Christine ne se sentait pas à sa place car les émigrés rentrés au pays comme elle étaient la cible des moqueries des autres femmes qui leur reprochaient sans ménagement de s'être dévoyées en Suisse, de s'être acculturées en quelque sorte en méprisant le travail des champs. C'est précisément en entendant ces moqueries qu'un jour, dans un champ de tabac, Christine a senti la morsure à un bras qui la fit s'écrouler au sol, au proie aux douleurs typiques du tarentisme. Ses collègues ne la crurent pas, d'abord. Elles la laissèrent par terre jusqu'à ce que, à force de les implorer,
elle fut conduite d'abord chez le médecin qui lui fit des injections de sédatifs, mais sans résultat. Elle fut conduite ensuite plusieurs fois à Saint-Paul de Galatine, mais en vain. À l'hôpital psychiatrique, elle subit des traitements aux électrochocs très douloureux, mais toujours aucune amélioration. Elle obtint finalement la grâce de Saint-Paul après 6 années consécutives de remorsure et de pèlerinage. Christina ne dansait pas parce que sa tarentule qu'elle avait appelée Caterina refusait la musique et la danse. Par contre, Caterina, la tarentule, appréciait un chant que Christina avait composé elle-même, un chant qui était devenu la devise de sa taranta. L'histoire de Christina illustre bien le fait que le tarantisme, loin d'être une soi-disant simulation typiquement féminine, est un recours culturel à une maladie psychosomatique pour pallier à une perte d'identité, à une négation de cette identité. C'est un recours qui a donc pour but de se soustraire à une réalité pénible ou insupportable, comme évidemment dans ce contexte la domination masculine. Maintenant, si on se penche sur l'interprétation indigène, populaire, c'est souvent un empirisme découlant de la division sexuée du travail agricole qui est propre aux sociétés rurales méditerranéennes, qui est avancée comme explication du surnombre des tarentulés. Alors, cette explication dit que puisque la taranta s'attaque aux paysans, c'est parce qu'elle vit dans les campagnes. Elle mord de préférence en été, car c'est la saison où la taranta bout d'agressivité. Et si les femmes sont plus exposées, c'est parce que les tâches qui leur sont traditionnellement assignées, comme le glanage du blé ou la cueillette du tabac, accroissent les occasions de rencontre avec l'araignée. De plus, les femmes vont au champ plus dévêtues que les hommes, avec les jambes et les bras nus, qui sont les parties les plus fréquemment touchées. Dans la vision indigène, il ne manque pas non plus une lecture, comment dire, une interprétation mythologique. Une légende de Sanarica del Capo relate que la taranta naquit, comme tous les autres animaux, jadis sans faute ni péché, mais qu'une femme inspirée par Satan, une sorcière, en captura une douzaine qu'elle dissimula dans des caissettes utilisées pour la quête durant la messe. Ainsi, à chaque fois qu'un fidèle laissait son aumône, il se faisait piquer à la grande joie de la femme mal intentionnée. Oui, les araignées commencèrent à tisser leur toile sur toutes les caissettes et à piquer tout le monde à la grande frayeur des croyants qui s'en remirent à la protection de la Vierge Marie. Vierge Marie qui fit un miracle au moment le plus chaud de l'année, en juillet. La Vierge s'adressa à la tarentule en lui disant « Tu es née sans méchanceté, mais une femme mauvaise t'a appris ce que tu ne devais pas faire. Désormais, tu le feras comme châtiment, et tout le monde te craindra. Tu ne seras plus l'araignée qui porte la prospérité, mais l'araignée qui porte la mort. » À cet instant, tous les rayons du soleil de juillet se concentrèrent sur les tarentules qui, frappées de folie, s'empoisonnèrent entre elles et fuirent dans les bois. Mais pour se venger de la sorcière qui fut la cause de leur châtiment, elles mordirent depuis de préférence les femmes, leur causant les mêmes tourments que leur avaient infligés les rayons du soleil par la volonté de la Madone, c'est-à-dire le poison, les convulsions et la folie. Il s'agit là d'une belle légende, mais aussi d'une explication mythique qui reflète évidemment la représentation biblique de la femme coupable d'un péché originel. Néanmoins, il faut bien préciser que dans la représentation populaire, les tarentulées n'étaient généralement pas jugées comme folles, notamment par les autres femmes. On ne pathologisait pas leur comportement parce que, mis à part la crise saisonnière, les tarentulées vivaient normalement et pouvaient s'occuper de leurs activités quotidiennes. Les tarentulées étaient perçues comme victimes d'une fatalité terrible, mais extérieure à elles, indépendante de leur volonté. Voilà, maintenant j'aimerais vous parler des regards de la science sur ce phénomène qui a fasciné les savants, les chercheurs, les voyageurs aussi. Comme il s'agit d'une tradition paysanne non écrite, la compréhension du phénomène du tarantisme dépend bien évidemment du regard des lettrés. Au cours des siècles, les scientifiques et les voyageurs nous ont laissé quantité d'observations directes, mais surtout indirectes, et avec elles un témoignage du climat intellectuel de leur époque. Cet intérêt quasi ininterrompu pour le tarantisme va du XIVe au XXe siècle et a suscité quantité de traités sur le venin et les caractéristiques des araignées des pouilles. Toute la littérature d'événémisme. Cet intérêt je me suis perdu. Alors, je disais que cet intérêt quasi ininterrompu a suscité, oui, un intérêt aussi sur la nature des habitants de cette région,
et notamment au XVIIe siècle sur les prodigieux effets de la musique et de la danse sur la santé. Même Galilée et Jean-Jacques Rousseau se sont fondus d'un commentaire sur le mal apulien. Cela dit, du XVIIe siècle au XXe siècle, la science médicale butera sur les fondements culturels du tarantisme, qui lui échappaient et pour cela n'abandonnera définitivement la thèse de l'envenimation qu'avec le travail d'Ernest de Martino. Une caractéristique transversale parcourt cependant toutes les époques. Elle renvoie au lien indissoluble qui attache le mal apulien à son territoire. Le tarantisme est l'archétype, pourrait-on dire, illustrant cette approche médicale connue sous le nom de nosologie topographique, qui est l'approche qui classe les maladies selon la région où elles se manifestent. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, le mal apulien devint clairement un objet de curiosité dans le milieu savant, à tel point que certains savants entreprirent des expérimentations sur leur propre personne pour tester le venin des tarentules. Le discours se focalise sur la curieuse manie de la danse qui agite les apuliens, dont les causes sont rapportées aux effets du venin, mais aussi à certaines prédispositions morales et biologiques qui s'épanouissent, selon ces textes, dans un environnement physique singulier. L'un des premiers grands observateurs du tarantisme est le médecin salentin Epifanio Ferdinando, qui croit en la réalité de l'empoisonnement et au fait que chaque tarentule aime sa mélodie. Mais Epifanio Ferdinando réfute cependant le déterminisme climatique qui voit dans la maladie un lien direct avec le climat des Pouilles. Cette thèse qui sera soutenue notamment par Giorgio Baglivi, qui dira dans son traité un passage que je vais vous citer. La tarentule naît en Pouille, pays brûlant plus que tout autre en Italie. Et comme le tempérament des hommes suit la température du climat, ces derniers sont également de tempérament ardent, impatient, sujets principalement aux maladies aiguës et inflammatoires. Ainsi, à bon droit, on peut relever la grande volatilisation des sucs observables dans le sang des apuliens, parfois si forte qu'une fois volatilisée, sa partie supérieure ne reste dans le sang rien d'autre qu'un peu de matière terreuse et fixe qui génère si facilement chez les gens du pays l'affection hypocondriaque, terreuse et mélancolique. Il dit encore « L'excessive activité dans le sang des apuliens et dans le climat est ultérieurement confirmée par le nombre de mélancoliques et de maniaques qui en ces lieux est bien plus important que n'importe où en Italie. » Baglivi, qui était un médecin salentin d'origine dalmate, développe une théorie humorale et mécaniste. Mécaniste parce que selon lui, le venin est expulsé sous l'effet de l'exercice physique, produisant une sudoration bénéfique. Si Baglivi ne met pas en doute les effets morbides du venin de la tarentule, ses observations l'amènent à distinguer le vrai tarentisme d'un tarentisme inauthentique, imaginaire, simulé par des femmes profitant de l'occasion pour donner libre cours à leur passion. Il reprend à son compte un dicton qui illustrait ce comportement comme carnevaletti delle donne, les petits carnavals des femmes. À partir de Baglivi s'affirme ainsi la présomption que le tarentisme est une chimère, le produit de l'imagination et de la fantaisie typiquement féminine. Cette littérature de Venenis atteindra son apogée entre le XVIe et le XVIIIe siècle, notamment avec l'approche diatromusicale d'Athanasius Kircher, vers 1640. Alors, Kircher est un docte jésuite allemand qui renouvelle les thèmes classiques hérités de la Renaissance et de l'Antiquité, c'est-à-dire, là aussi, la pathologie immorale et la vision d'un monde régi par un système de correspondance sympathique ou harmonique. Pour Kircher, le somatique et le psychique sont accordés comme le sont les cordes d'un instrument. Dans son traité consacré à la tarentule, Kircher conçoit le tarentisme comme un cas de magnétisme naturel et met l'accent sur les qualités invisibles du venin. Dans cette optique, la maladie qui découle de l'empoisonnement est définie comme un incident rompant l'harmonie entre les humeurs. Et la musique a pour fonction de rétablir les subtils accords unissant le psychique et le somatique, c'est-à-dire de ramener toute dissonance à la consonance. La tarentule, dit Kircher, en reprenant la croyance populaire, émet une mélodie en mordant. Aussi, en vertu de la loi universelle des analogies, le malade sera soulagé lorsqu'on joue une musique analogue. Kircher est en outre connu pour avoir été le premier ou l'un des premiers à noter les airs et les paroles des tarentelles. Dès la fin du XVIIe siècle, la vision baroque iatromusicale, c'est-à-dire la musique guérissante,
est battue en brèche par des interprétations rationalistes qui soutiennent que l'origine du tarantisme réside dans la mélancolie et la superstition des gens du peuple. Mais c'est aussi le XVIIIe siècle qui nous a laissé une iconographie, XVIIe siècle, pardon, qui nous a laissé une iconographie singulière qui, d'une certaine manière, matérialise une vision bien enracinée du tarantisme comme un phénomène immanent à son territoire. Jusqu'au XVIIIe siècle, toute une tradition médicale préconisera ainsi la thérapie musicale comme seul remède au mal aculien. Et ce n'est qu'à partir de la moitié du XVIIIe siècle que s'impose un nouveau paradigme scientifique avec Francesco Serrao, en 1742. Serrao ne croit ni à l'envenimation ni à la iatromusique. Serrao attire, lui, l'attention sur la crédulité du peuple par rapport au tarantisme, dont il entrevoit le caractère socialement construit. Pour lui, le tarantisme n'est pas d'origine toxique, mais psychique. Elle s'enracine dans la force de la superstition et de l'imagination populaire. À partir de Serrao, l'optique scientifique portée sur le tarantisme enregistre à la fois une chute d'intérêt et un changement de paradigme qui réduit le phénomène à une superstition paysanne et à un désordre psychique propre à la nature féminine. Ce paradigme s'affirme au cours du XIXe siècle et ne bougera pratiquement plus jusqu'à la moitié du XXe siècle. Rousseau s'inscrit dans ce courant sceptique en soulevant en 1781 déjà, dans l'essai sur l'origine des langues, il souligne la dimension culturelle et relativise le pouvoir de la musique à travers le passage suivant. Je cite: « On cite en preuve du pouvoir physique des sons la guérison des piqûres des tarentules. Il ne faut ni des sons absolus, ni les mêmes airs pour guérir tous ceux qui sont piqués de cet insecte. Il faut à chacun d'eux des airs d'une mélodie qui lui soit connue et des phrases qu'il comprenne. Il faut à l'italien des airs italiens. Au turc, il faudra des airs turcs. Chacun n'est affecté que des accents qui lui sont familiers. Ses nerfs ne s'y prêtent qu'autant que son esprit les y dispose. Il faut qu'il entende la langue qu'on lui parle pour que ce qu'on lui dit puisse le mettre en mouvement. » Voilà pour Rousseau. Reflétant une vision romantique, mais qui préjuge de la... Alors, ça c'était Serrao, excusez-moi. Non, c'est pas ça. Reflétant une vision romantique, mais qui préjuge de la nature mélancolique, maladive de la femme, Antoine Laurent Castellon, qui est un peintre lettré, écrit dans ses lettres d'Italie en 1819 « Qui sait combien de fois, si nous pouvions aller au fond des choses, nous trouverions au lieu des crochets d'une horrible araignée, les moustaches noires d'un beau jeune homme. Au lieu du venin, la jalousie, les peines de qui est aimé, sans l'être en retour. Les symptômes dépendent plutôt d'une certaine disposition nerveuse si fréquente du sexe faible, chez les jeunes filles mal nourries et opprimées par des frayeurs religieuses et par les tourments d'un amour malheureux. » À la fin du XIXe siècle, c'est la médecine populaire en général qui est déconsidérée comme une vulgaire affaire de femmes. Une vulgaire affaire de femmes du peuple, je précise. Roba da femminucce, comme le dira Pitré, de petites femmes, en fait, de petites femmes du peuple. Cette approche s'inscrit plus largement dans une optique évolutionniste infériorisante qui biologise le comportement des méridionaux, théorie qui atteint son apogée avec l'aliénisme criminologique de Lombroso. En bref, la thérapie musicale sera dénigrée comme expression de l'ignorance et de la stupidité paysanne, au profit d'une interprétation positiviste en termes de psychopathologie. Citons par exemple Louis-Florentin Calmeil, médecin à la Maison des Aliénés de Charenton, qui en 1845 se borne à reprendre les thèses anciennes et identifie le tarantisme à une chorée, c'est-à-dire une épidémie de délire. Calmeil écarte la théorie de l'envenimation en soulignant que le tarantisme est une espèce de folie due à une cause tout autre qu'à l'introduction d'un virus dans l'économie vivante. La raison en est, selon lui, surtout l'exaltation de l'imagination qui donnait lieu à la choréomanie sous le climat embrasé de la Pouille. Il explique donc la persistance de semblables dispositions cérébrales chez les habitants des Pouilles par le déterminisme climatique qu'il reprend à son compte. Le cerveau se dérange de préférence dans les pays chauds pendant l'époque des fortes chaleurs, dit-il, en insistant sur la suggestion morbide que les paysans des Pouilles se transmettraient par une sorte de contagion. Calmeil présente l'étiologie du tarantisme comme expression de la chlorose, de l'hystérie, de la mélancolie et de la nymphomanie, étiologie qui se résume en une, dit-il, véritable monomanie. Le déterminisme climatique sera encore l'explication formulée en 1956 par le médecin allemand Wilhelm Kantner, qui voyait dans le tarantisme la symptomatologie d'une insolation,
avant d'avoir été invité par Ernesto De Martino à observer le phénomène in loco. Voilà, je m'arrêterai là pour les lectures scientifiques et je vais aborder maintenant le tarantisme dans la réalité contemporaine du Salento. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle vivent encore quelques anciennes tarentulées qui manifestent une forme de remords apaisé à travers une dévotion indéfectible envers Saint Paul. Elles vivent ce remords comme un lien à la fois salutaire mais aussi contraignant envers Saint Paul. Quant à la dévotion pour Saint Paul, mais sans tarantisme, j'ai pu constater que celle-ci est encore fortement racinée dans la pratique religieuse de nombreux salentins. Mais cela dit, ces 10, ces 15 dernières années s'est développé dans toute l'Italie un indéniable phénomène de popularisation du tarantisme, et surtout de la pizzica, de la danse. En fait, ce qui lie aujourd'hui le tarantisme à la pizzica n'est plus le remords ou le système symbolique maladie-guérison, mais c'est au niveau de l'imaginaire, le territoire, le Salento. C'est le Salento et c'est le mythe ethnographique, c'est-à-dire les images qui nous a léguées la terre du remords de De Martino. En bref, les rapides mutations sociales, économiques, technologiques et culturelles que le Salento et que tout le Mezzogiorno enregistre depuis les années 60 ont rendu possible la réactivation d'une tradition musicale considérée auparavant comme primitive, au sens négatif du terme, c'est-à-dire, comme on le dit souvent, comme honteuse. Cette redécouverte s'est produite entre autres grâce à la médiation de l'ethnologie et des ethnologues, qui ont porté au devant de la scène une culture paysanne jusque-là stigmatisée. De Martino a donc été sans le vouloir le premier promoteur du mythe ethnographique du tarantisme, incarné par sa Terra del Rimorso, qui est devenu un best-seller, comme vous pouvez le voir, bien en vue dans les librairies salentines. Ce mythe contemporain du tarantisme s'exprime de nos jours par une inversion symbolique, c'est-à-dire que la culture paysanne, jadis connotée négativement, est jugée positivement à partir de considérations identitaires et esthétiques. Mais pour que cette transfiguration s'opère, il a fallu non seulement que la société salentine change en profondeur, qu'elle se déruralise, mais aussi que le tarantisme suive un processus que je dirais de relookage esthétique et symbolique. En d'autres termes, il a fallu attribuer au tarantisme une valeur patrimoniale positive. Si la pizzica est certainement une mode passagère, ses significations reflètent cependant les transformations de la société salentine en société moderne et urbaine. La danse de l'araignée est devenue un emblème identitaire, mais aussi le moyen d'une autoréalisation pour de nombreux jeunes et moins jeunes qui l'ont érigé au rang d'objet de désir, de passion. Ce mouvement juvénile, qualifié souvent de néo-tarantisme, révèle d'une part l'affirmation d'une construction de l'identité individuelle et sociale à travers une revalorisation du corps, et d'autre part s'inscrit dans un mouvement corporéiste typiquement occidental de recherche de sensations nouvelles, de recherche d'un mode d'existence fusionnel avec la nature, avec la terre, avec les autres. Les néo-tarentulés expriment à travers leur passion un besoin de lien social, et dans ce sens, la tarentelle, en comblant ce besoin, peut avoir une portée thérapeutique. Au-delà du plaisir sensoriel qu'elle leur procure, la tarentelle est pour ces personnes l'instrument d'évocation, non pas d'une morsure, mais d'image d'un sud mythique. C'est un moyen de faire renaître émotionnellement et chorégraphiquement un sud rêvé, authentique, entre guillemets. Et aussi, c'est le moyen, dans ce sens, de révoquer un sud non homologué, insoumis, j'ai envie de dire, ce qui ne manque pas de contradiction, vu la massification et la standardisation de la tarentelle. Comme vous pouvez le voir sur ces photos que je vous passe. Cette popularisation ne va évidemment pas sans la production et la commercialisation de biens de consommation dérivés du mythe. On peut même y voir une gadgetisation des symboles. On remarque toutes les formes de réappropriation et de détournement des signes du tarantisme. Là, je passe encore une série d'images qui vous illustrent bien cette dérive. Taranta Madness, c'est assez amusant. Tarantavirus. Voilà. Enfin, en effet, la tarentelle est mise sur le marché de la musique ethnique aujourd'hui, sous des appellations aussi différentes que folklore authentique, qui sont des enregistrements d'ethnomusicologues, la musique classique avec les tarentelles baroques, ou la musique électronique avec la techno-pizzica, qui surchauffe évidemment des techno-raves animés par des DJ. Bref, il y en a pour tous les goûts.
Rien que dans la province de Lecce, figurez-vous qu'on dénombre plus d'une centaine de groupes musicaux, en majorité jeunes et non professionnels, qui jouent de la musique populaire salentine. Aujourd'hui, la tarentelle et la pizzica occupent une niche du vaste marché des musiques world, exotiques, ethniques, des musiques dites du monde aussi, ou traditionnelles. Le Salento, lui, incarne une sorte d'Eldorado italien où l'on accourt de toute la péninsule pour découvrir et partager un folklore musical et chorégraphique qui s'apparente à une sorte d'exotisme national et qui alimente une florissante industrie touristique locale. Pendant l'été, il y a 1000 rendez-vous où se retrouvent les mordus de la tarentelle, dont on peut relever quelques lieux et moments incontournables, comme par exemple la gigantesque fête de San Rocco, le 15 août à Torre Paduli, où se pratique la pizzica scherma. La pizzica scherma, c'est une variante virile de la pizzica qui met en scène une chorégraphie mimant un combat au couteau. Quant à la chapelle de Saint-Paul à Galatina, eh bien, il est curieux de constater la superposition des usages de cet espace aujourd'hui, qui d'une part demeure un lieu sacré pour les dévots de Saint-Paul et pour les quelques ex-tarentulés, mais aussi, d'autre part, ce lieu se confirme comme à la fois un petit musée et un lieu de mémoire à sauvegarder d'urgence. Un lieu de mémoire à sauvegarder d'urgence, comme le signale le Fondo Ambiente Italia, dont les membres ont classé le site à la 17e place des lieux du cœur en Italie. Jadis, c'était un culte magico-religieux. Le tarentisme était un culte magico-religieux. Aujourd'hui, il est entré dans l'imaginaire collectif, on peut dire, sous la forme d'un culte de la mémoire. Mais Galatine, c'est aussi un lieu de fête pour les néo-tarentulés qui s'y retrouvent spontanément aux premières heures du 29 juin, ou la veille, mêlés aux curieux qui guettent l'arrivée des dernières ex-tarentulés, le tout, bien entendu, se déroulant au rythme de l'incontournable Pizzica Tarantata. Il y a 15 ans, personne n'aurait misé sur le succès phénoménal de la pizzica, alors qu'aujourd'hui, le festival La Notte della Taranta, qui se déroule en coïncidence avec la saison critique, non pas du remords et des moissons, mais des vacances d'août, est une machine bien rodée qui draine, cette année en tout cas, qui a drainé 80 000 spectateurs dans le village de Melpignano qui compte 2400 habitants, évidemment. Ce festival gratuit, il faut le préciser, en est à sa 8e édition et circule durant une dizaine de jours dans plusieurs villages de la Grecia Salentina, qui sont ces villages où l'on parle encore un grec ancien. Alors, je vais vous montrer quelques extraits maintenant de ces moments forts qui sont la fête de Saint-Paul à Galatina et la Notte della Taranta. Cet intérêt pour le tarentisme, vous êtes là pour ça. Il franchit de plus en plus les Alpes et se retrouve aussi bien dans les guides touristiques que dans les lignes du prix Goncourt 2004, Le Soleil d'Escorta, pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Et se retrouve évidemment dans les musées. En résumé, le tarentisme prend aujourd'hui essentiellement la forme d'un processus de patrimonialisation polymorphe qui a démarré avec la parution de La Terra del Rimorso et de ses documentaires sonores, comme le film qu'on a vu, les extraits qu'on a vus de Gianfranco Mingozzi, mais aussi les enregistrements de l'ethnomusicologue Diego Carpitella. Il faut rappeler que l'ouvrage de De Martino a été publié lorsque le tarentisme était déjà presque un mauvais souvenir, et lorsque le Salento entamait son processus de modernisation. Dans le Salento, cette redécouverte des racines a investi et déborde le cadre académique des études anthropologiques pour inspirer désormais la création artistique, comme, par la musique bien sûr, le cinéma, le théâtre et les arts plastiques. Mais dans l'ex-terre du remords, le tarentisme et la pizzica sont aussi à l'origine de quelques expériences de recherche-action à but thérapeutique, visant entre autres la réinsertion des personnes toxicodépendantes. Et ça marche relativement bien. Bref, tous ces usages actuels de la danse de l'araignée forment ce que j'appelle le tarentisme patrimoine. Ce tarentisme patrimoine est un objet polysémique qui a pour finalité première la sauvegarde de la mémoire locale salentine, mais aussi la promotion territoriale touristique, contradiction qui ne manque pas de créer des dissensions sur la valeur attribuée à ce patrimoine et sur son exploitation. Il faut bien comprendre que le tarentisme et la tarentelle sont une vitrine exotique pour le tourisme aujourd'hui. De ce conflit de position autour du sens du vrai patrimoine émergent plusieurs enjeux du phénomène qu'il est difficile de démêler. Une revendication et plusieurs enjeux qui sont, d'une part, une revendication et une affirmation identitaire,
un intérêt économique, évidemment, mais aussi une appropriation par le monde politique. Par exemple, il y a un projet de loi qui a été déposé par un sénateur en mars au Sénat national, donc à Rome, qui est intitulé Disposizioni per favorire la conoscenza e la diffusione della pizzica, della taranta, delle musiche e dei canti popolari salentini. Donc vous voyez que le patrimoine a conquis les institutions politiques nationales. Le tarantisme et ses images sont entrés dans une complexe et conflictuelle économie de la mémoire locale où s'affrontent des représentations, des pratiques et des intérêts révélateurs d'une société occidentale, moderne, en quête de repères et de racines mythiques. En fin de compte, les usages contemporains du mythe du tarantisme dans le Salento mettent en évidence que nous avons sous les yeux peut-être le seul exemple connu de pathologie transformée en patrimoine. Ben oui. L'anthropologue salentin Eugenio Imbriani, avec lequel je travaille, est l'auteur d'un ouvrage intitulé L'oblio come pratica culturale, l'oubli comme pratique culturelle. Il rappelle que si la mémoire collective agit comme technique de conservation de l'information, c'est aussi dans le but d'oublier cette information pour se régénérer. C'est ce qui me fait dire que la patrimonialisation du tarantisme comme pivot de l'identité salentine reflète peut-être une stratégie sociale pour oublier le mauvais passé évoqué par Ernest de Martino. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ce voyage dans le monde surprenant du tarantisme et de la pensée magique de l'Italie méridionale vous a intéressé. J'ai été très long, je m'en excuse. Mais il me semble important de montrer que derrière ces maladies de l'autre, de l'étranger, trop souvent dénigrées en termes de superstition ou de simulation, se cache une souffrance bien réelle et tout un monde de symboles et de pratiques qui méritent notre attention.